Mesdames et messieurs, bienvenue sur Environnement Plus, les médias thématiques environnement. Désormais, toutes les questions liées à l'environnement, vous allez commencer à les suivre sur ce canal. Et donc, c'est votre média qui va désormais traiter sur toutes les questions de l'environnement de manière générale. Aujourd'hui, pour commencer, nous allons parler de la conférence des parties sur le changement climatique. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cela. Eh bien, nous voulons aujourd'hui faire une petite évaluation sur les différentes COP qui sont déjà organisées depuis qu'on a lancé cette initiative. Nous allons en parler avec M. Omer Kabasele. Pour ceux-là qui ne le connaissent pas, M. Omer Kabasele est le président du conseil d'administration d'une grande plateforme qui travaille sur les questions de l'environnement, s'appelle GTCRR. C'est le groupe de travail climat RED Rénové. C'est une plateforme basée en République démocratique du Congo qui réunit plus de 600 ONG œuvrant sur les questions de l'environnement. Eh bien, nous allons avec lui parler de l'historique même de la conférence des parties sur le changement climatique. Et au cours de cette émission, il va essayer de nous faire l'état des lieux et même voir les perspectives d'avenir. Parce que vous le savez, il y a des tractations au niveau mondial, notamment avec le président Trump qui a pris la décision de se retirer dans des négociations de la conférence des parties sur le changement climatique. Et donc, vous en saurez davantage au cours de cette émission. Et sans plus tarder, je m'en vais saluer mon invité, M. Omer Kabasele. Bonjour et bienvenue dans Environnement Plus. Bonjour, monsieur le journaliste, et merci pour l'honneur nous accorder de nous recevoir dans cette émission spécialisée. Pour nous, c'est un plaisir de vous recevoir comme tout premier invité dans cette émission. Et je voudrais rappeler ici que derrière la caméra, Dominique Lembo et Cédric Kiyumba, eh bien, nous allons essayer de vous plonger dans la matière de la conférence des parties sur le changement climatique. Merci encore une fois de plus d'avoir accepté de nous suivre sur Environnement Plus. La conférence de parties sur le changement climatique, vous en avez peut-être entendu parler. Aujourd'hui, vous en saurez davantage avec notre invité qui est en place. Monsieur Omer, encore une fois de plus, merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup, cher journaliste de Mester. La conférence des parties sur le changement climatique, un concept qui a beaucoup parlé d'elle au niveau mondial et ça continue à parler toujours d'elle. Il y en a qui ont déjà entendu parler de cette conférence sur le changement climatique, mais il y en a d'autres qui se posent la question quand on parle de COP, il s'agit de quoi finalement? Avec vous, nous aimerions savoir d'abord dans l'entame, c'est quoi la COP ou la conférence des parties sur le changement climatique? Oui, merci beaucoup pour la question. Lorsqu'on parle de la COP, vous venez de le dire, c'est la conférence des parties et qui traite de questions liées à l'environnement. Cette année 2025, nous serons à la 30e édition de ces travaux, de ces assises qui sont un cadre de réflexion sur l'état climatique, l'état de notre environnement de manière tout à fait intégrale. Et il faut rappeler que c'est depuis Kyoto qu'il y a eu l'initiative finalement de pouvoir commencer à se retrouver pour réfléchir. On a constaté plusieurs dérèglements, on a constaté qu'il y avait beaucoup de catastrophes naturelles, beaucoup de phénomènes qu'on n'arrivait pas à très bien élucider. Et il était question que les États cessent de manière tout à fait individuelle de chercher des solutions, mais de voir des solutions tout à fait inclusives, étant donné que les questions des changements climatiques n'ont pas de frontières. Vous pouvez mener des actions dans votre pays, mais si les voisins n'est pas d'accord avec vous, il peut à partir de chez lui saboter tout ce que vous faites et vous n'aurez pas de résultats. Donc il était question qu'on puisse créer dans le cadre des Nations Unies de l'espace, un cadre, un rendez-vous solennel
organisée, patronnée et même financée par les Nations Unies pour que l'on réfléchisse sur les questions de l'avenir de la planète avec un accent particulier sur le climat. Et lorsqu'on parle de climat, on voit pratiquement tous les autres secteurs de l'environnement. Au-delà même de l'environnement, on voit même l'impact du climat sur les autres aspects. Donc parler des changements climatiques, c'est un sujet transversal et il fallait un cadre solennel, un cadre officiel, patronné par les Nations Unies, spécialement le secrétariat général des Nations Unies sur les questions des changements climatiques, pour pouvoir accréditer les chercheurs, accréditer les activistes de l'environnement, les États, et les amener à prendre des options pour sauver notre planète, la maison commune. Alors aujourd'hui, d'ici là, c'est la 30e édition de la conférence des parties sur le changement climatique. Déjà au mois de novembre, ça sera du 10 au 21, ça sera en Amazonie. Alors, à Belém, précisément, oui, dans la forêt d'Amazonie. Bien évidemment. Alors, ça veut dire qu'il y a 30 ans que l'on continue à négocier sur les changements climatiques, c'est ça? Bon, oui, effectivement, parce que nous parlons de la 30e année, mais il faut dire que bien avant ça, il y avait d'autres rendez-vous sous d'autres connotations. Mais en termes de conférence des parties, c'est la 30e édition et il y a une édition chaque année. On peut donc dire que c'est la 30e année qu'on est en train de négocier sur les questions de changement climatique. Et cette année, vous le dites bien, ça sera au Brésil, à Belém, c'est une ville dans la zone amazonienne. Tout le monde sera encore là pour pouvoir continuer. Mais ici, vous savez, à chaque édition, il y a des petites avancées qu'on peut capitaliser. Bon, bien sûr, il y a aussi des climato-sceptiques qui mettent l'humanité en retard par rapport au combat sur les changements climatiques. Pour parler de l'actualité, vous vous souviendrez que la COP de Dubaï avait mis un accent sur la sortie progressive et responsable des énergies fossiles. Et nous savons très bien que le monde arabe a pour richesse les fossiles, le pétrole. Et si on se retrouve à Dubaï et les nations décident pour une sortie progressive des fossiles, ça signifie que c'est une décision courageuse. Et ici, c'était en 2023 qu'il y a eu ces travaux à Dubaï. Et cette année-là, bien avant la COP, il y a eu des inondations à Dubaï. Or, nous savons très bien que c'est dans une partie désertique. Parler des inondations sur une ville désertique, ça a interpellé plus d'une personne. Et facilement, on est arrivé à la conclusion selon laquelle il fallait quitter de manière progressive les énergies fossiles et privilégier la transition écologique, la transition énergétique en faisant usage des énergies propres ou des énergies renouvelables. Alors, l'année passée, en 2024, à Bakou, déjà au début, à l'entame même de la conférence, il y a eu l'Azerbaïdjan qui a fait remarquer que le pétrole que nous avons, c'est la bénédiction de Dieu et que nous ne pouvons pas laisser cette bénédiction pourrir. Nous allons exploiter parce que c'est ça notre richesse, c'est la bénédiction de Dieu. Donc vous comprenez, en 2023, tout le monde décide pour quitter progressivement les énergies fossiles. Déjà une année après, en 2024, le président de la COP 29, le président azerbaïdjanais, il dit non, voilà, ici chez nous, c'est le pétrole ou rien. Donc, on marque un petit pas et on recule aussi d'un grand pas. Et maintenant, là, avant la COP 30, Donald Trump arrive au pouvoir. Première décision, retirer les États-Unis des accords de Paris. Pourtant, tout ce qu'on a comme défi, ce qu'on a comme boussole, comme repère, c'est pratiquement ce qui a été pris comme accord de Paris.
à la COP 15, voir finalement qu'est-ce qui peut être fait pour limiter la montée de la température, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport aux fossiles, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport au transfert des technologies, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la protection des tourbières, les forêts, comment entamer des réformes courageuses, ainsi de suite. Et Donald Trump arrive, il retire les États-Unis de l'accord de Paris, c'est-à-dire il nous remet plusieurs années avant la COP de Paris. Vous voyez ça? Or, les Nations Unies, nous savons, c'est parmi les grands pollueurs. C'est parmi les grands pollueurs. Nous avons les États-Unis, on a la Chine, nous avons l'Afrique du Sud aussi, nous avons l'Australie. Ils savent qu'ils sont des grands pollueurs. Il y a l'Inde. Et maintenant, quand les Nations Unies se retirent, au lieu de se retirer proprement, ils se retirent en autorisant encore une fois l'exploitation du charbon. Donc vous comprenez que ce sont des enjeux qui vont à l'encontre des avancées que nous avons déjà connues ou enregistrées en termes de lutte contre le changement climatique en sortant des énergies fossiles. Bon, nous ne pouvons pas dire au jour d'aujourd'hui que les résultats sont négatifs. Non, le fait que l'humanité a pris conscience que le changement climatique est une réalité, c'est déjà une avancée. Le fait que les États ont pris la décision de pouvoir proposer des stratégies rationnelles et progressives pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, c'est déjà aussi un résultat. Chaque pays a pris des engagements dans le cadre de ce qu'on a appelé la CEDEN, contribution déterminée au niveau national. Chaque État présente les ambitions, les moyens et l'approche à utiliser pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur une période bien donnée. La RDC est à la deuxième génération avec sa CEDEN. Donc il y a eu des engagements comme ça pris par des nations. C'est déjà des avancées. Aujourd'hui, tout le monde change de narratif. Si on constate des inondations, on dit c'est lié au changement climatique. Le fait qu'on reconnaît déjà ça, ce sont des avancées. La jeunesse a pris conscience de la chose, les scientifiques ont pris conscience et nous pensons que notre pays, en tant que pays solution, parce que nous avons toutes les solutions à tout ce qu'il y a comme problème de changement climatique, Ça, nous allons y revenir, c'est dire que si on s'appelle aujourd'hui pays solution, c'est parce qu'on a reconnu qu'il y a un changement climatique et on a vu qu'est-ce qu'on a comme solution. On a trouvé des solutions qu'on peut proposer au monde. Donc ce sont des avancées, mais il y a encore un grand travail à poursuivre. Alors, M. Omer, revenons un tout petit peu sur cette décision de Donald Trump, parce que vous l'avez dit, que sa décision va faire en sorte qu'on puisse encore régresser davantage. On régresse déjà, au lieu d'avancer. Est-ce que vous pensez que ça sera encore utile de continuer avec les négociations pour le compte de conférence des parties sur le changement climatique, avec cette décision de Donald Trump qui est tombée comme une foudre? Bon, nous pensons qu'on ne va pas arrêter, il faut continuer. Il en va de l'avenir de l'humanité. Il faut continuer à négocier, il faut continuer à trouver des solutions, il faut continuer à prendre des dispositions préventives pour limiter l'augmentation de la température sur la surface de la Terre et même sur les océans, sur la planète de manière tout à fait générale. Donc, même avant que Donald Trump ne prenne l'option de retirer les USA des accords de Paris, avant lui il y avait Bolsonaro qui était aussi climato-sceptique. Ce n'est pas parce qu'il était là avec sa politique tout à fait opposée aux principes élémentaires de la lutte contre le changement climatique qu'on n'a pas réfléchi. Les réflexions étaient là. Donald Trump a fait ce qu'il a fait. On va continuer à réfléchir, on va continuer avec les négociations en prenant des dispositions palliatives. Et il ne faut pas aussi oublier que la présidence aux États-Unis n'est pas éternelle. Hein. C'est pour 4 ans. Donc il lui reste 3 ans et quelques mois. Beaucoup, parce que là, c'est sur une durée de 4 ans, avec ces retraits-là, ça a un impact. Ça a un impact et nous pensons aussi que ce que les Nations Unies subissent en termes de catastrophes naturelles, c'est plus qu'une sensibilisation. Vous avez vu la taille et les dégâts causés par les feux aux États-Unis, en Californie particulièrement. Il y a eu, c'est toute une ville qui est partie en fumée.
il y a eu autant de morts, tout ce qu'il y a eu comme inondation. Ça parle mieux que les résultats des négociations. Les climato-sceptiques, il faut les opposer aux évidences, il faut les opposer aux dégâts, aux conséquences. Et c'est ça le bon langage. Donc les négociations continuent, les plaidoyers continuent, les mouvements citoyens et les scientifiques continuent aussi à faire leur travail jusqu'à faire comprendre aux climato-sceptiques que ce n'est pas comme ça. Au-delà de ça, Donald Trump a autorisé tout récemment l'exploration et l'exploitation à grande échelle des minéraux rares au fond marin. Ça, c'est aussi contraire au principe parce que nous allons, avec ça, dégrader les écosystèmes marins. Or, nous savons très bien que les océans constituent vraiment, je peux même parler de cimetières de carbone. Les océans séquestrent suffisamment de carbone. Et quand on les déséquilibre avec l'exploitation à grande échelle des minéraux, donc, ce sont des actes climato-sceptiques. Alors, Monsieur Omer, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur les résultats avant de voir les perspectives d'avenir de des prochaines conférences. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo, parce que vous l'avez même souligné, c'est le pays solution, et il est reconnu comme ça au niveau mondial que nous sommes pays solution. Mais est-ce que vraiment les conférences des partis sur le changement climatique ont contribué avec des résultats palpables? Vous savez, nous avons une grande forêt. Est-ce que les communautés se retrouvent à travers la forêt parce que c'est la maison commune et la communauté doit vivre grâce à la forêt? Est-ce que réellement notre forêt bénéficie aux différentes communautés? Oui, vous savez, quand nous parlons des COP, nous parlons des négociations. Et les négociations se font sur la durée. Il y a un certain moment où notre pays n'était pas considéré comme détenteur des solutions aux problèmes de changement climatique. Tout dépendait de la manière dont le pays était présenté à l'international. Mais nous avons constaté depuis un certain temps que la communauté internationale reconnaît ouvertement, pas de manière hypocrite, ouvertement, que la RDC aujourd'hui constitue le pays qui a des solutions aux problèmes de changement climatique. Ça, c'est déjà un grand pas, cette reconnaissance. Quand nous parlons de pays solutions, ce n'est pas un slogan vide, non. C'est aujourd'hui reconnu. Je vais vous donner quelques exemples. Les bassins forestiers du Congo, ce qu'on appelle le bassin du Congo. Actuellement, c'est le grand cimetière de carbone. Autrefois, c'était l'Amazonie. Mais l'Amazonie, avec le vieillissement, l'Amazonie, avec sa dégradation en faveur de la culture de canne à sucre et autres, l'Amazonie, avec ce qu'il y a eu comme activité d'exploitation anarchique dès lors, avec la politique climato-sceptique de Bolsonaro, ça a perdu sa capacité qui plaçait les forêts d'Amazonie en première position par rapport à la séquestration de carbone. Aujourd'hui, c'est le bassin du Congo. Et quand on parle du bassin du Congo, la majorité, c'est dans la République démocratique du Congo. Donc, c'est vous dire que nous sommes une solution. Et c'est reconnu au niveau international que les forêts du bassin du Congo, ce sont les premières forêts, les premiers poumons au niveau de la planète. Mais ça, c'est bien de s'appeler premier poumon, mais qu'est-ce que les communautés locales bénéficient de les retombées, il y en a. Les retombées, il y en a, mais le travail doit continuer. Je prends ici l'exemple des cas des projets intégrés. Aujourd'hui, nous avons des projets intégrés qui sont réalisés dans plusieurs provinces. Nous sommes autour d'une dizaine maintenant. Dans ces projets intégrés, RED+, par exemple, que nous appelons les PIRED, c'est dans le cadre du partenariat CAFI-RDC, l'initiative des forêts de l'Afrique centrale. Et la deuxième étape a été négociée en marge de la COP à Glasgow. C'est là que le chef de l'État a signé la deuxième phase de ce partenariat.
c'est aussi indirectement un résultat de ces négociations. Et là-bas, nous avons des projets qui sont réalisés autour des communautés et en faveur des communautés sur des piliers précis, avec l'objectif de réduire la pression anthropique, c'est-à-dire la pression de l'homme sur la forêt, en offrant des solutions palliatives aux problèmes quotidiens des communautés. C'est ainsi que dans ce cadre de ce projet, si nous prenons l'aspect agriculture, on est en train d'offrir l'agriculture durable, on est en train d'accorder des possibilités pour des cultures pérennes. Il y a des semences, il y a des plantules, il y a l'accompagnement technique qui est garanti par les projets. Si nous allons du point de vue énergétique, parce que l'énergie c'est aussi un moteur de déforestation, on coupe la forêt pour des raisons énergétiques, on offre de l'énergie propre aux communautés. On essaie de réduire la pauvreté des communautés. Donc là, ce sont des résultats qui sont palpables. Et même s'il faut convaincre des porteurs des projets de crédit carbone, eh bien, une des meilleures vitrines, c'est la COP. On présente ce que nous avons comme potentiel et les communautés vont devoir tirer des dividendes. Nous avons des retombées par rapport à ça dans le projet juridictionnel de Maïndombe. Il y a des écoles qu'on a construites pour les communautés. Il y a des soins médicaux qui sont offerts. Il y a l'infrastructure routière. Donc les communautés sont en train de bénéficier de ces retombées, mais c'est encore les débuts. Nous devons continuer à valoriser ce que nous avons comme réponse au changement climatique. Nous devons valoriser nos tourbières. Demander aux communautés de ne pas détruire les tourbières, c'est une bonne chose, mais en retour, elles gagnent quoi? Demander aux communautés de ne pas détruire les forêts, c'est une chose. En retour, qu'est-ce que ces communautés gagnent? C'est ça le problème. L'État gagne quoi? Donc les débats doivent continuer, les négociations doivent continuer, mais seulement notre pays doit bien présenter les choses. Savoir qui présenter comme négociateur, qui délégué pour présenter l'image du pays. Pas les gens qui vont pour le tourisme quand même. Pas les gens qui vont pour le tourisme, non. Ça, c'est aussi de la responsabilité de nos autorités, mais nous pensons qu'il y a lieu de toujours rappeler qu'il faut placer des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Alors, Monsieur Omer, nous sommes arrivés à la fin. Je voudrais dans une minute que vous puissiez donner votre conclusion par rapport à ceux qui se découragent de participer aux conférences sur le changement climatique parce qu'ils voient que c'est devenu du tourisme. Il y en a même qui, parfois quand ils partent là, ils ne participent même pas aux négociations et après c'est un communiqué qui passe en pleine plénière pour rechercher les gens qui sont venus de différents pays, qui ne laisse pas voir dans la plénière. Alors, je voudrais que vous placiez un petit mot sur ça, mais aussi de nous dire les perspectives même des négociations autour du changement climatique. Est-ce que vraiment il y a encore de l'avenir dans cette histoire de COP, de COP? Il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir, on doit continuer à négocier. La RDC doit continuer à participer activement avec des cerveaux qu'il faut. Donc il faut réaliser une bonne sélection de négociateurs et par rapport à ça, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a réalisé beaucoup d'efforts. Les accréditations, par exemple, ne sont plus données à tout le monde comme par le passé. Maintenant, il y a un mécanisme un peu restreint qui facilite à faire un nettoyage par rapport à la qualité des participants. Mais on doit continuer à bien faire les choses. Il faut continuer à participer, il faut bien préparer aussi cette participation, la préparation en termes scientifiques. Il faut amener des informations qu'il faut et il ne faut pas abandonner. Notre plateforme sera représentée à Belém. Nous serons là avec les délégués de la société civile et j'ai dit en passant que ces gens-là qui fouillent pour ne plus ni participer aux travaux ni entrer au pays ne sont pas de la société civile. Les délégations que j'ai conduites rentrent toujours au grand complet. Donc il y a des fouillards qui viennent d'autres composantes, mais nous en tant que société civile, nous allons y veiller. Parce que déjà à Bakou, il y a une dame qui a traversé pour aller en Russie.
et qui n'est pas revenu au pays, qui n'a même pas participé aux travaux. Profiter de l'occasion. Voilà, donc nous allons faire notre travail, un contrôle citoyen et amener les autres parties prenantes à faire le travail attendu par nos communautés, par le pays et l'humanité. Monsieur Omer Kabasele, je vous dis sincèrement merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, chers journalistes. C'est un honneur d'ailleurs de vous remercier. Mesdames et messieurs, merci sincèrement d'avoir suivi cet entretien que nous a accordé monsieur Omer Kabasele. Il est président du conseil d'administration du groupe de travail Climat et Rénové. Comme je l'ai dit au début, c'est une grande plateforme réunissant plus de 600 ONG au niveau national qui travaillent sur les questions de l'environnement. Aujourd'hui, nous avons parlé de la COP. Comme vous le savez, il y a des négociations autour du changement climatique. Donc, c'est autour de cette question que nous avons eu notre entretien avec M. Omer Kabasele. Il est d'ailleurs l'un des grands acteurs de la société civile qui participe régulièrement aux négociations sur le changement climatique. Donc, presque toutes les conférences, il y participe au niveau national tout comme au niveau mondial. Et donc, nous vous disons sincèrement merci. Je vous rappelle que j'étais réalisé par Cédric Kiumba, de la caméra Dominique Lembo. Merci au Jardin Botanique qui nous a accordé ce cadre pour enregistrer cet entretien. Merci infiniment à vous aussi d'avoir suivi cet entretien et nous vous fixons un autre rendez-vous. À la prochaine.